C'était en août 1987, à Jérusalem bien sûr. La première rencontre, 40 ans après la fondation de l'école Gilbert Bloch d'Orsay, d'un grand nombre d'anciens, directeurs, sous-directeurs, élèves et amis. À l'appel de Denise Gamzon, Pivert, veuve du fondateur Robert Gamzon, et de Léon Ashkenazi Manitou, près de 150 de ces anciens se sont ainsi retrouvés, souvent accompagnés de leurs conjoints et de leurs enfants. Les uns étaient venus tout exprès de Montréal, de New York, de Zurich, des grandes villes de France, les autres de diverses localités d'Israël, ainsi que de Jérusalem. Un collectif de travail avait préparé cette rencontre 6 mois durant, et l'intendance avait été remarquablement assurée par Jean Frankforter et Caroline Sultan. Ce ne furent pas que des retrouvailles émues, ce furent aussi des journées de travail dans l'esprit et avec le rouach de l'école d'Orsay. Ensuite, on peut, et en même temps, parallèlement, on peut mettre en chantier quelque chose de plus ambitieux. Moi, ayant travaillé tellement pour Targum, je me doute de ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il n'en sortira pas grand-chose et que finalement, si quelqu'un l'écrit sous forme de livre, en prenant la liberté de l'écrire, peut-être ça sera, j'en sais rien, mais en tout cas qu'on tente cette aventure d'un... Plusieurs projets prirent forme, comme celui de se rencontrer soit en Israël, soit en Chutz Laaretz une prochaine fois, mais surtout d'entreprendre un travail important de témoignage et de publication. Le thème du Shabbat, et de chacun a posteriori. Je suis extérieure de l'école d'Orsay et j'ai l'impression que quand même il y a dans le mode d'approche de l'étude, dans le mode d'approche des problèmes, dans le mode d'approche des choses, quelque chose qui vous est intimement commun. Et je pense que quels que soient les articles que chacun écrit, quels que soient les thèmes et quel que soit le souci immédiat actuel de chacun, précisément au lecteur extérieur, apparaîtra quelque chose de commun. C'était ce que vous avez dit en fin de débat hier, je crois que c'est Moreno qui l'avait exprimé, c'était cette formidable ouverture qu'Orsay avait donnée en disant traduis-moi, je t'explique. Traduis-moi, je t'explique, c'est Maxou qui dit toujours ça. Traduis-moi, je t'explique. Et ce fait d'avoir dit, cette découverte, je crois que c'est une des choses auxquelles on est arrivé, cette découverte d'avoir mis le judaïsme et la pensée juive à la disposition de gens qui étaient au départ complexés, qui n'avaient pas vécu 50 ans de misvot, massé, verroulé, et d'appris l'araméen, et d'appris pour pouvoir à 50, 60 ans se mettre à étudier, et d'avoir mis ça à la disposition de jeunes et de moins jeunes, en admettant qu'on pouvait traduire des textes et les comprendre, si on comprenait, les comprendre tout en ne comprenant pas l'hébreu, ça a été une formidable découverte et un formidable éclatement. Il s'agit de raconter aussi, il s'agit de redonner par les mots la matérialité de cette maison, la façon dont elle était éclairée le Shabbat, des choses matérielles qui permettent ensuite à l'imagination de vivre. On ne va pas faire des choses comme on a fait ce matin, avec chacun qui exprime des idées, qui valent ce qu'elles valent, les idées, ce ne sont jamais que des idées. Les êtres humains, c'est ça qui est important, les gens qui sont passés, qui ont vécu dans cette maison. Liliane, qui sera le public qui lira la brochure? Nous-mêmes. Mais non, il faut concevoir un livre qui laisse une trace pour d'autres. L'expérience personnelle, ça va aller jusqu'où?
Non. Non, il faut aussi Un penser... livre, c'est un livre. Un livre, ça doit pouvoir se lire par les gens. C'est deux choses. L'enquête, ça peut être les deux d'ailleurs. Soit on raconte, soit on enseigne. C'est l'un ou l'autre. Ou bien peut-être les deux. Mais Oui, peut-être. justement, Manitou, il y a des gens qui savent enseigner. Toi, il y en a d'autres qui peuvent raconter. Alors les deux. Et puis il y en a d'autres qui peuvent encore regarder, par exemple, ce que dit Daniel, c'est formidable. Nous, on n'est pas capable de se regarder dans le miroir, mais toi, c'est encore un autre volet du livre. Il pourrait y avoir un quatrième volet, puisqu'il y a toujours quatre mondes. Il faut le quatrième. Le quatrième, cela pourrait être le regard de quelqu'un... Mais non, en fait, laisse-moi parler, tu dis des bêtises. Le regard des gens qui n'ont pas vécu du tout notre histoire, et qui ont envie qu'on la leur transmette. Alors que ça nous étonne beaucoup. Il y a des gens qui ont envie qu'on leur transmette cette histoire. Je sens que certains ont peur de laisser parler leur cœur. C'est peut-être ce qu'on appelle en bon français de la pudeur, mais je crois qu'il faut en avoir de la pudeur, mais il ne faut pas trop en avoir. Et donc, laisser parler son cœur, c'est-à-dire son affectivité, dire au fond tout ce qu'on a senti à Orsay, tout ce qu'on a senti dans ses fibres. Bon, que quelqu'un après l'exprime avec des concepts d'agrégé de philo et qu'il sorte des réflexions profondes. Bon, on est habitués tous à un langage très réfléchi, mais ça ne nous parle pas, ça ne nous remue pas. Si je vous parle du Shabbat pendant une demi-heure, comme si vous ne saviez pas ce que c'était, supposons, oh, ben vous sauriez que 20 minutes avant, il faut allumer les bougies, etc. Tout ce qu'on peut raconter à un non-juif, à un juif assimilé ou à un non-juif, ça lui passe là-bas, là. Il sait intellectuellement ce que c'est que le Shabbat. Mais si je le prends par la peau du cou et je lui dis, allez, viens chez nous passer un Shabbat. Et puis je dis rien. Simplement, il entend les chants. Sim, shalom, sim. Ça fait 40 ans que je voudrais le faire avec d'autres. Vous vous rappelez ou vous vous rappelez pas? Vous rappelez ou vous vous rappelez pas? On se tenait par la main. Je l'ai fait avec mes enfants un certain temps et puis après c'est passé. Et bien tout ça, ça nous remue. Pourquoi ne pas avoir le courage de dire tout simplement ce qu'on a vécu dans sa chair? La tête, on en a. Ouh là là, Dieu soit des têtes, on en a. Mais pourquoi ne pas laisser parler son cœur? Pourquoi avoir peur de son cœur? Et après, on réfléchira sur son cœur. Eh bien, Pubert, tu as la parole. Ben, je vais vous raconter, c'est vraiment un petit truc rigolo, je ne vais pas dire autre chose. Castor était allé en Amérique l'hiver 45-46 pour le compte du United Way Chapel, comme Captain Camson, une grande tournée. Et son idée, c'était de trouver de l'argent pour faire une école de cadre près de Paris. Il a trouvé une donatrice d'origine française qui, au fond, avait des remords d'avoir passé la guerre à l'abri en Amérique pendant que nous, on luttait en France, et qui lui a donné 2 millions d'anciens francs. Alors il est rentré avec ça, et notre ami Emmanuel Racine, qu'un certain nombre de gens connaissent, a commencé à chercher, et par une des grandes agences immobilières de Paris, on a trouvé cette maison à Orsay qui avait l'air de convenir. Alors, Castor et moi sommes allés voir le propriétaire, il s'appelait M. Verdier. Je dois dire, à ce moment-là, nous qui revenons de la zone sud, on ne savait pas qui était M. Verdier, qui n'a fait aucune difficulté. On lui a dit, c'est pour une cas de jeunes Israélites. Très bien, on s'est mis d'accord sur le prix de location, on dit, c'est une location. Et c'est seulement 1 an et demi après que j'ai appris que M. Verdier était le directeur général de Gnome Héros, accusé de collaboration avec les Allemands, et qu'il a passé devant un tribunal. J'ai téléphoné un jour pour une histoire de loyer. Ça m'a dit non, madame, aujourd'hui, il y a le tribunal, il ne peut pas. Et après, dans le Monde, car nous étions abonnés au Monde, qui à l'époque n'était pas si anti-israélien, ça c'était des décisions de Mistral. On dit à quel journal on s'abonne, et la réponse était Le Monde, c'est celui qui donne le plus de nouvelles sur la Palestine, comme on disait à l'époque. Et donc, il nous a loué la maison, trop heureux de louer cette maison pour des jeunes juifs, c'est une façon de se blanchir. Voilà, j'ai fini. Non, très bien.
pas si c'est par hasard, il n'y a pas de hasard dans notre histoire, que la maison s'appelait La Source, mais elle s'appelait La Source. Mais en tout cas, vous vous souvenez de la statue... Moi, j'appelais Ophélie. Moi, j'appelais Ophélie. Près de La Source. Et je crois que ce retour aux sources nous a été permis grâce à la très grande envergure de pensée de Jacob Gordin, Zichrono Libracha, qui ne parlait pas notre langue. La première fois que je l'ai entendu au séminaire de Montserval, je l'ai entendu parler en 4 langues différentes, dont je ne comprenais aucune, mais tout ce qu'il disait, on le comprenait, ça passait. Enfin, je ne voudrais pas trop prendre de temps, mais il parlait à la fois russe, latin, grec, hébreu, araméen, avec un accent allemand. Non, il parlait toutes les langues avec l'accent russe. Avec l'accent russe, d'accord. Mais avec un accent hébreu qui, pour nous, débarquant d'Afrique du Nord, était exotique, si j'ose dire. Et je me rappelle que les premières leçons individuelles que j'ai eues avec lui, on avait commencé à étudier par écrit. Parce que l'hébreu s'écrit de la même manière, Ashkenaz ou Sfarad. On se comprenait par écrit. Mais oralement, je n'arrivais pas à comprendre, lui plus rapidement que moi. Ça m'a passé, et maintenant, je comprends même j'entends même l'ancienne prononciation yéménite ou ashkénaze, mais ne croyez pas que la prononciation ashkénaze de M. Gordin était facile. C'était avec un très fort accent russe et de l'ancienne prononciation ashkénaze. Top. Et je me rappelle que de ce temps-là vient la première grande blague de Moshe Lasri, Pingouin, la première promotion, qui a mis des mois à comprendre que la cache-rousse n'avait rien à voir avec la vache rousse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. Bon. C'était un des souvenirs de la première. Il y avait les sciences du judaïsme. Il y avait des savants juifs. Les noms m'échappent. Enfin, Salomon Munk, Reinach. Mais c'était une science du judaïsme qui avait les postulats, les évidences de base de la conscience de la culture occidentale étudiant un phénomène historique qui s'appelait la tradition juive, mais avec les postulats et les catégories d'explication de la conscience occidentale. M. Gordin nous a permis de faire une inversion à 180 degrés. Il nous a permis de récupérer une mémoire historique qui nous permettait de jeter un regard hébraïque, de tradition hébraïque, sur les contenus de la culture occidentale. Sans les rejeter, je ne dirais pas en les intégrant, purement et simplement, ce serait du parasitisme élémentaire, mais en utilisant cette convergence des grands idéaux hébreux de l'Antiquité à travers l'histoire juive, le Talmud, le Midrash, la Kabbale, je reviendrai sur ces problèmes de Midrash et de Kabbale, et cette énergique formulation philosophique, anthropologique, ethnologique qu'il possédait, et qui nous avait permis de faire un trait d'union entre ces deux mondes qui étaient vécus en général comme en tension, sinon opposés purement et simplement, mais il nous a permis un réajustement de l'identité hébraïque, si j'ose dire. C'est un sujet pour lui-même. Ce que je viens de désigner là, nous avons mis des années à le vivre. Mais je crois que c'est à lui que nous devons cela, que nous avons fait découvrir à la population juive de France d'abord, ça a diffusé un peu partout d'ailleurs. Au début, je ne dirais pas dans une indifférence générale, c'était tout à fait autre chose. Dans une hostilité générale, mais une hostilité ironique. Les tenants du judaïsme traditionnel et surtout des sciences juives littéralement se moquaient de nous. Je vais vous en citer, je ne voulais pas citer Georges Weida, pour qui j'ai un énorme respect, mais il était le tenant de cette école. Et puis, je ne voudrais pas vous citer des rabbins qui étaient d'ailleurs très pieux, mais d'autre part, ça existe, mais qui étaient les tenants au niveau intellectuel de cette manière de considérer les contenus juifs. Et en particulier, il y a une tension assez grave qui s'était cristallisée, je le cite pour mémoire, parce que ça fait partie de notre histoire, de la part du milieu orthodoxe, surtout cristallisé autour d'Aix-les-Bains. Et parce que c'était la seule yeshiva qui existait à l'époque. Et je suis déjà un peu avancé dans les premières années. Mais je voudrais vous dire quand même une blague historique. Le premier élève d'Aix-les-Bains qui était venu clandestinement apprendre à Orsay, on l'avait appelé l'exorcisé. C'était joli. Et je voudrais surtout parler d'un événement au niveau idéologique qui, je crois, nous concerne tous ensemble, qui marque cette période de transition.
c'est lorsque pour la première fois, un groupe d'anciens étudiants de l'école a rencontré le Rav Kook en Israël. Ça a été le point de départ d'une remodelage, d'un remodelage de toutes nos perspectives. Et déjà à cette époque, on commençait à se cristalliser des tendances différentes du même melting pot, comme on a dit hier soir, qu'avait représenté la maison. C'est le fait que jusque-là, bien qu'au mouvement, il y avait une tendance sioniste, bien qu'à l'échelle individuelle, Castor et Pubert étaient personnellement d'engagement sioniste. Selon le profil de leur propre histoire, de leur propre engagement, on ne peut pas dire qu'il y a eu un Garine qui est parti des premières années d'Orsay. Il y avait 8 anciens d'Orsay dans le Garine. On ne peut pas dire que la maison comme telle, à l'époque, se présentait ou était connue comme étant une école sioniste. Je dirais qu'il y a eu des stratégies clandestines. Par exemple, on ne savait pas que dans la maison d'à côté, nous avions un espèce de château annexé, et où il y avait parfois des réunions entre Shlichim et cadres d'Orsay qui s'occupaient de... Bref, vous devinez. Mais, malgré tout, la maison ne se présentait pas du tout comme d'engagement sioniste. Pro-israélien, ça n'avait aucun sens, aucun sens sérieux à l'époque. Et je crois qu'on peut dire, et je schématise beaucoup, que cette rencontre avec le Rav Kook a fait basculer les perspectives de l'école. Et il est possible qu'il y ait eu un éloignement de certaines tendances entre elles à partir de cette cristallisation d'engagement pour la Aliyah. Alors j'en parlerai très rapidement, de telle sorte d'essayer de formuler comment moi personnellement je l'ai vécu et comment finalement d'Orsay et donc du mouvement lointainement, il y a eu assez rapidement en Israël des groupes d'études et de réflexion, je ne peux pas dire analogues, 20 ans après, 30 ans après, les choses ne se referont jamais de la même manière, mais de style, d'allure analogue. Et je parlerai des différentes réalisations qui existent déjà en Israël et qui ont été fondées par des anciens d'Orsay. C'était Bambi et moi. Alors, je ne sais pas, pour chacun d'entre nous, on est à un cheminement différent de ce profil d'élucidation d'identité. Nous avons vécu pendant des années à Orsay et au mouvement toute l'angoisse de cette recherche d'identité. Qu'étions-nous? Des Français israélites d'origine juive, de confession religieuse israélite, à laquelle, orthodoxe, libérale, consistoriale, étions-nous des juifs de citoyenneté française? Et puis voilà qu'Israël apparaissait comme État souverain. Qu'est-ce que c'est que la nationalité israélienne pour un juif d'autre part? Ça a été des problèmes très angoissants et vécus très profondément, pas seulement parce que nous étions un cas particulier d'intensité, de ferveur, mais parce que c'était la génération qui a interpellé l'identité juive très profondément, et beaucoup d'entre nous sont encore très désorientés. Certains ont déjà fait leur choix, d'autres sont encore en cheminement de choix, d'autres le feront peut-être pas, ce sera leurs enfants qui le feront, mais il est certain que nous sommes désorientés parce que nous étions une génération charnière. Qu'en tant que juifs, nous étions, je ne dirais pas de double appartenance, c'est plus profond que ça, d'identité mixte, et parfois à différentes dimensions. Je me souviens, quand j'étais étudiant à Alger, j'avais eu le schéma suivant. La première année d'études de philosophie, j'avais fait à Alger juste après la guerre. Je me sentais chez moi à Alger, sans problème. Chez moi à Paris, sans problème. Et chez moi à Jérusalem, sans problème. Bien que je ne connaissais pas encore Jérusalem, mais Paris, je connaissais déjà. Et je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, il y a un triangle ici bizarre. Je suis chez moi à Alger, chez moi à Paris, chez moi à Jérusalem. Alors j'ai fait, vous savez, ce qu'on appelle le parallélogramme des forces. Et le centre de gravité est tombé en pleine mer à côté de la Corse. Alors je me suis dit... C'est là que tu as eu un accident, non? Presque. Non, c'est en Belgique, mais en Alsace. Mais je me suis dit, je vais couler à pic. Et voilà, je crois que nous avons vécu tous, les Juifs, un peu cette histoire. C'est-à-dire tellement de dimensions d'identité que nous avons fini par assumer une certaine identité, je vais dire un mot énorme, cosmopolite, mais que nous avons essayé jusqu'au bout de faire universaliste. Enfin, je trouve que Orsay a eu une très grande
sur la communauté française 80+, mais je trouve que c'est pas du tout assez reconnu, assez connu. Et j'ai été très touchée par le message de Rav El-Kaïm, parce que j'ai connu Rav El-Kaïm. Je sais que tous ses enfants sont dans des yeshivot, sont dans des kolélim, et je trouvais admirable cette façon dont il a remercié Orsay du chemin qu'il avait suivi. Personnellement, moi je suis dans un cas relativement rare parmi tous les gens qui sont là, c'est que j'ai abandonné donc toute pratique et ça m'intéresse justement de venir voir des gens pour savoir pourquoi eux ils ont gardé, pourquoi ils ont continué. Alors ça c'est les deux à la fois, hein, c'est affectif et en même temps... Ils sont super aussi. J'ai vu comment s'embrasser. Ah bon? Ah oui. On a entendu aussi. Je crois qu'effectivement, un des gros problèmes, Manitou avait raison ce matin, c'est qu'en plus de toutes les divisions, je crois que le problème diaspora Israël sera un des thèmes forts de cette rencontre. C'était utile et c'est bien que ça se fasse entre gens qui se connaissent. Beaucoup d'entre nous qui ne sont pas là aujourd'hui, c'était des orphelins de guerre, c'était des gens qui étaient démolis par la guerre. Et puis on a voulu reconstruire quelque chose. Et c'était une dimension qui n'était pas uniquement intellectuelle. Comme Manitou a raconté ça d'une façon extraordinaire ce matin, c'est un itinéraire spirituel qu'il donne. Mais la chose vécue, c'était des gosses qui sortaient de maisons d'enfants, c'était des familles disloquées, c'était qu'on ne voulait pas être uniquement des moignons d'un peuple né pour être mis à l'abattoir, on voulait autre chose. À part le limoud, étude du Kodesh, qui fut unanimement réclamée pour toute la durée de la rencontre, plusieurs ateliers de travail furent constitués. Ce que m'a apporté Orsay, être juif en diaspora, être juif en Israël, les mariages mixtes, la femme et la halakha, religieux, non religieux, ainsi qu'un atelier de piyutim animé par Robert Hama. On a parlé un petit peu de la spécificité de la pensée d'Orsay. Il ne faut pas nier que je crois que cette spécificité vient de ce que c'est relié à la pensée kabbaliste. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Et à partir du moment où j'ai voulu en savoir plus dans ce domaine, eh bien, je dois dire que je n'ai pas trouvé les gens, les adresses qui pouvaient satisfaire cette soif que j'avais d'étudier. Consulter le Zohar sur ça, je voulais chercher quelques raisons très très profondes. Et le Zohar qui généralement est très hermétique, là, il a été clair, le plus clair qu'on puisse imaginer. Pour lui, qu'est-ce que c'était, quel était le problème des Méraklim? Ils ont vu, avant d'aller en Israël, ils ont vu qu'ils étaient des chefs dans le désert et qu'ils ne seraient plus les chefs en Eretz Israël. Un beau jour, Saint-Brice a décidé d'avoir une communauté. Alors grâce à la faveur de la mairie, nous avons obtenu un local qui a pu abriter tous les offices. Bon, alors pour les offices, aucun problème. Il y a un minyan presque assuré. Le seul problème, c'est que cette communauté ne vit que par les offices. Il n'y a rien d'autre. Ses fils. C'est pas des filles qu'il amène chez lui, c'est pas des nouvelles filles. C'est plutôt plus des femmes pour ses fils. Entre le verset, Shishim Balot. Et toutes ces choses-là, lorsqu'on était à Orsay, on n'en avait peut-être pas conscience. Orsay, c'était une des activités des EI, un des aboutissements des EI. Un aboutissement qui ensuite s'est développé par lui-même, mais c'était une des possibilités. Il y a eu aussi le maquis pendant la guerre, dont en général après la guerre on avait une idée, comment dire, assez nébuleuse. On savait qu'il existait un maquis, mais les détails et tout ça, non seulement ça, mais les chefs qui étaient ensuite, qui dirigeaient les EI, parmi eux, il y avait de ces gens-là qui ont vécu cette période. Digne, capable de dire des choses intéressantes parce que c'est enregistré, mais ça ne suffit pas que ce soit enregistré pour que ce soit intéressant.
Et à partir du moment où on parle du juif angolais et du juif en diaspora, je voudrais introduire le juif en navette. Je vache bien, en navette. La navette. Le juif en navette, c'est celui qui à la fois va et vient de là à là. Au fond, il n'est nulle part, mais en même temps, par son perpétuel, par ses perpétuels allées-venues, peut-être que quand même quelque chose se trame à son insu. Et il me semble que la vraie question n'est pas d'être juif en Angola ou en diaspora, la vraie question, c'est comment pouvoir rester un être humain aujourd'hui dans un monde de sauvagerie, d'horreur. Comment pouvoir apporter une façon d'être juif dans un monde athée? Vous voyez les choses du point de vue religieux, mais ce n'est qu'une partie des choses. Comment faire exister encore la pratique des 10 commandements en dehors même d'une pratique religieuse, dans un monde où Hitler a voulu rendre impossible la pratique des 10 commandements. Il y est bien arrivé. On vit dans un monde absolument, mais d'horreur. Et alors, comment rester un être humain là-dedans? C'est ça la vraie question. On fait la navette de ci, de là, parce qu'on n'y arrive vraiment bien nulle part. Et en même temps, quand même, il y a des petites choses qui se font par-ci, par-là, de l'ordre de la vie de tous les jours, des détails. On ne sait pas quoi exactement. Et voilà, c'est tout. Mais si on pouvait essayer de se parler, quand on parle un peu fort, quand on se regarde, quand on parle, il se passe quelque chose. Quand on est là, comme ça, avec le micro, mais on s'ennuie et on pontifie. Ce qui se passe en France me paraît à moi radicalement différent. Et là, je ne suis pas d'accord du tout avec Madame Baer, parce que quand un homme nord-africain vient et dit qu'il a le sentiment qu'il peut prendre une femme étrangère et que ses enfants restent juifs et que sa femme va faire ce que lui veut, parce que c'est en ces termes que ça se passe, je crois que ça procède de la psychologie, d'une certaine forme de psychologique, c'est que cet homme nord-africain est toujours dans ce sentiment de puissance, c'est-à-dire que c'est lui qui va à l'intérieur de sa maison décider et faire absolument tout. Ce qui ne se pose à mon avis pas du tout en fait en ces termes, parce que j'ai l'occasion moi de recevoir des enfants issus de mariages mixtes, c'est-à-dire je suis dans mon métier psychiatre et psychanalyste, et bon, j'entends la souffrance des enfants, mais les enfants qui sont finalement qu'à l'endroit d'une prise de pouvoir à l'intérieur d'un couple. Et je crois que les enfants qui viennent me voir à moi, issus de mariages mixtes, sont d'abord et avant tout des enfants qui sont le symptôme de qui va prendre le pouvoir, une certaine forme de pouvoir, à l'intérieur du couple qui s'est là constitué. Du couple d'une part, et bon, avec la génération précédente, qui, des grands-parents, va être la famille qui va vraiment parrainer ce couple. Fixer les juifs en diaspora, c'est les mettre dans le risque société ouverte, mariage mixte. Et donc il y a une sorte de responsabilité lointaine, indéniable, du rabbinat lui-même lorsqu'il prône l'identité de diaspora au mariage mixte. C'est paradoxal ce que je dis là. Or ce sont ces mêmes rabbins qui mettent les difficultés de régularisation. C'est pourquoi je dis qu'il y a là une situation kafkaïenne, enfin très grave, parce que le temps va vite. Et comme tu as dit, ces deux dangers sont parallèles et très mêlés, l'assimilation d'un côté, la déperdition d'identité par le mariage mixte, et donc c'est un problème de fond que notre génération doit non seulement poser, mais trouver d'urgence une solution. Nous avons une déperdition démographique dans l'ensemble du peuple juif en général qui nous donne le frisson. C'est-à-dire, il va arriver, si rien ne change, du moins c'est d'après les sociologues, que dans 20-25 ans, il y aura plus de juifs en Israël qu'en diaspora. Pas parce qu'ils seront venus en Israël, parce qu'ils auront disparu. C'est donc ce que je voulais dire. Écoutez, on va prendre quelques minutes de Hapsaka.
Misez Sabah. Et vous? Ecco il Sabah. Et Foima? pas. זה הבת של סבא? כן. Ecco il Sabah. Pompi. איך? לא שמעתי? Pompi. כן. Là-dessus, il y a des querelles entre l'Israël. La dernière matinée, le brûlant problème des Arabes en Israël fut abordé. Successivement, Lucien Lazare et Denise Gamzon exprimèrent le point de vue de Netivot Shalom et Henri Noir celui de Gush Emunim. Pour ma part, alors que je suis partisan des options de compromis, de recherche d'un compromis pour pouvoir organiser le présent et l'avenir immédiat sur une base qui soit pacifique et qui permette la promotion des droits de tous ceux qui vivent dans ce pays, qu'ils soient juifs ou palestiniens, qu'ils soient juifs ou arabes, eh bien, je n'envisage absolument pas la possibilité de contester mon droit en tant que juif de vivre n'importe où en Eretz Israël. Alors, ce que je pense qui serait nécessaire, c'est d'envisager les différentes options qui existent et que j'ai énumérées en résumé tout à l'heure et que je vais reprendre. Il existe peut-être d'autres options qui ne sont pas dans mon énumération. Je les ai schématisées. J'ai dit que, compte tenu de la situation qui prévaut aujourd'hui, et bien sûr l'image de la nevoie Amet et Tatsma, de la prophétie qui se vérifie elle-même, à partir du moment où on l'a énoncée, elle existe de part et d'autre. On peut prophétiser constamment qu'il n'y aura pas d'Aliyah, puis finalement il n'y aura pas d'Aliyah, mais on peut aussi prophétiser constamment qu'il y aura de la Aliyah, et Halvaï, qu'il y aurait de l'Aliyah. Je voudrais simplement constater que depuis 20 ans, on prophétise constamment qu'il y aura de la Aliyah, et cette prophétie ne s'est pas encore vérifiée. Il est nécessaire, bien entendu, d'avoir des perspectives d'avenir, une vision en ce qui concerne le futur, le Olam Haba, le monde à venir, mais il est nécessaire de gérer, d'organiser notre présent, notre quotidien ici, et de songer à la question de la reconnaissance des droits ou de la suspension des droits à des contemporains qui vivent avec nous ici et qui ne sont pas juifs et qui se définissent en tant que palestiniens. Voilà pourquoi je pense qu'on ne peut pas se contenter de vivre sur la foi d'une prophétie qui peut-être ne se réalisera que dans 100 ans ou dans plus longtemps encore. Il n'y a jamais eu d'élection municipale dans aucune localité de la Judée et la Samarie, du West Bank, de la rive occidentale de la Palestine, pendant les 19 ans d'occupation jordanienne. Et je dis d'occupation jordanienne car elle était unanimement reconnue comme illégale, sauf le cas du Pakistan, dans son intégrité. Il n'y a jamais eu d'élection municipale. Aujourd'hui, il y en a. Il n'y avait pas une université. Une université. Une université. Aujourd'hui, il y en a 5. La femme arabe, puisque vous êtes une femme, et nous sommes tous féministes, bien sûr, n'ont jamais eu le droit de voter. Pour la première fois de l'histoire, la femme arabe a le droit de voter. Où? En Israël, y compris en Judée et Samarie. Ce sont des petits exemples, entre autres, les Arabes palestiniens, il leur était illégal de former un parti politique. Aujourd'hui, il y en a de multiples. Il n'y avait pas un journal arabe palestinien indépendant, autonome. Pas un. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'on ne peut plus les compter. Oui. Je veux dire, bon, ça c'est pour répondre. Je dois vous dire, et là, je fais référence à beaucoup de citations que je ne vais pas vous citer. Bon, voilà. Bon, alors, je vais me dépêcher. Enfin, le dernier jour arriva. Et avant le bilan et la soirée d'au revoir, très émouvante, au cours de laquelle un de nos amis nous raconta le sauvetage des Juifs d'Éthiopie auquel il participa, Manitou conclut les rencontres par une magistrale leçon dont il a le secret. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Voilà pour le livre de Shemot, en tout cas.
il y a matière à une étude de plusieurs heures en détail, bien évidemment. Je vous signale les grandes directions des deux hypothèses possibles. Ou bien la définition du livre de Shemot, c'est la sortie d'Égypte pour recevoir la Torah au Sinaï. Et aujourd'hui, cette attitude idéologique consiste à dire, et allez la pratiquer dans le vaste monde. Et alors on a un problème avec le reste du récit. Le temple de Jérusalem, je récapitule toute l'histoire qui mène en Israël. Alors ça, en général, on dit, eh bien oui, c'est vrai, mais on attend le Messie à la fin des temps. C'est la première thèse. La deuxième thèse consiste à dire, avec notre verset, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'était le Ohel Moed. C'est bien clair. Et d'après le chapitre 6 que je vous ai cité, c'est le 5e vers de la Haggadah, Ken Veheveti Etrem. Et je vous amènerai. J'arrive très rapidement aux 3 autres livres. Et vous voyez, Ul Chaper al Beni Israël, c'est le livre de Vaïkra. Tout le livre de Vaïkra, c'est les sacrifices d'expiation éventuels s'il y a des fautes. Et ensuite, le 4e livre, c'est notre livre de Bemidbar, Velohi et Bibne Israël Negev, c'est effectivement dans le livre de Bemidbar, et je suppose que dans les autres cours, vous l'avez rencontré, qu'ont eu lieu toutes ces catastrophes d'atteinte de l'identité d'Israël mises à l'épreuve dans le passage de l'ancien monde de l'Égypte au nouveau monde projeté par la Torah. Begeshet Bnei Israël à Kodesh, lorsque les enfants d'Israël s'approcheront du Kodesh, c'est-à-dire lorsqu'ils rentreront en Eretz Israël. Je crois que nous avons là un programme assez simple pour être aveuglant de simplicité, je ne sais pas comment dire. Il y a là la définition des 5 livres dans l'ordre du projet de l'histoire d'Israël depuis l'origine. Je récapitule. Le livre de Bereshit, eh bien, il faut le comprendre dans la relation entre la tribu de Lévi et les autres tribus. Elle est du même type que la relation entre Israël et l'humanité. Le livre de Shemot, il faut le comprendre dans l'allusion au fait que c'est les Lévites, la tribu de Lévi, qui va s'occuper du temple en attendant que les tribus d'Israël en soient capables, et à rattacher au premier thème. Le livre de Vaïkra, c'est pas seulement la tribu de Lévi, c'est les Kohanim qui assureront la kapara si c'est nécessaire, et ça correspond au livre de Vaïkra. Et ensuite, alors il en résultera que dans cette relation, affrontement, contact de Israël et son projet de sainteté, il n'y aura pas de catastrophe. Je crois que c'est ça le chidouche au fond du verset. Parce que il faut un certain niveau j'emploierai le terme de, attendez, cherchez-moi en français, disons intégrité. Tmimut, pas dans le sens de naïveté, mais de intégrité. Et il faut déjà une sorte d'intégrité qui a été assurée en fin de compte par toute l'histoire de l'humanité sur un point d'elle-même. La famille d'Abraham, au niveau du Derech pour que le projet de sainteté commence. Et c'était voué à tout Israël, mais comme Israël n'en a pas été au niveau nécessaire au temps de la sortie d'Égypte, alors c'est délégué provisoirement à la tribu de Lévi, de même l'histoire d'Israël par rapport au reste de l'humanité. Il y a, je crois, là d'emblée, grâce au commentaire de Rashi finalement, je veux dire le Midrash qu'il cite, une vision globale du projet que la Torah tout entière enseigne pour Israël tout entier, mais dans une dimension de l'universel humain de la fin des temps indéniable. On désigne Israël dans la Torah par le terme de Béni Bechori Israël, mon fils premier-né Israël. Alors ça implique que les autres frères sont aussi des fils, mais qu'il y a une délégation du Bechor. Et Bechor, Kohen, ont le même statut. Bechor, le premier-né, Kohen, le prêtre, comme on traduit en français. C'est le prat dans lequel le klal se dévoile fondamentalement. Ça veut dire que c'est dans l'identité de la Kedusha de la tribu de Lévi au niveau du Kohen que se dévoile la Kedusha qui est promise à l'humanité tout entière, mais déléguée provisoirement à Israël tout entier, mais déléguée provisoirement à la tribu de Lévi, à la tribu de Lévi tout entière, mais déléguée provisoirement uniquement au Kohen. Voilà, nous avons là peut-être une vision importante qui nous permettrait de remettre en place énormément de ce qui a été l'objet de nos discussions. Je vous donne un exemple. Vous avez étudié, je crois, avec Berger, la paracha de Korach, c'est-à-dire la contestation du Lévi contre le Kohen. Vous voyez, si un des degrés conteste contre l'autre, il y a un de ces Negev, une de ces catastrophes. L'histoire de Korach, c'est au fond l'histoire d'un Lévi qui s'est pris pour un Kohen.
Mais inversement, et je pense que Berger a dû les citer, la Gemara, indépendamment du Midrash, indique que, théoriquement, en principe, Korach avait raison, lorsqu'il dit qu'il kol aeda kula kedoshim, toute l'assemblée tout entière sainte. Mais en attendant, c'est Moïse qui avait raison de dire c'est pas encore le temps, et nous savons pourquoi, les niveaux de réussite et corollairement les niveaux de danger. Je l'exprimais, je crois que j'ai fait un cours d'ailleurs à Orsay là-dessus une fois, c'est que, au fond, l'idéal de la société d'Israël selon la Torah, c'est une anarchie dans le sens étymologique, aucune hiérarchie. Une société anarchique, une société sans aucune hiérarchie. Et voilà que la Torah institue une hiérarchie pour cette société qui devrait être la société de la hiérarchie du reste de l'humanité. Je ne sais pas si c'est clair, il faut changer de vocabulaire. Alors, dans le dialogue entre Korach et Moïse, il y a ceci. Korach cite Moïse, d'une certaine manière, en disant « Tout Israël est voué à ce projet de sainteté. Pourquoi donc tu installes une hiérarchie dans Israël ?» Et Moïse semble être en difficulté devant Korach, qui cite Moïse contre Moïse. Pratiquement, il y a démagogie. Ça veut dire, pratiquement, Korach a raison, théoriquement, mais pratiquement, Korach a tort, parce qu'il faut, en attendant cette hiérarchie, jusqu'à ce que... Ça peut être exprimé d'une autre manière. Je crois que cette démagogie a été reprise par les fondateurs du christianisme. C'est-à-dire que, lorsqu'ils disent, mais toute l'humanité est Israël, c'est le projet de la Torah, on le voit bien. Mais il y a une démagogie de le vouloir sans les moyens pratiques qui doivent y mener. Je ne voudrais pas citer Saint Paul, mais celui que j'ai en tête, enfin celui que les chrétiens appellent Saint Paul, je n'ai pas parlé du quartier juif, où on voit très bien que le malentendu de l'origine entre Paul et les rabbins, c'est exactement Korach et Moïse. Ça veut dire que l'idéal d'universalisme que présente la théologie chrétienne, c'est l'idéal de la Torah. Mais il y a démagogie en faisant comme si c'est déjà le cas, alors qu'en attendant, il faut que s'installe une hiérarchie de l'alliance. Alors c'est exactement la problématique d'argumentation de Korach vis-à-vis de Moïse. Bon, ce n'était pas mon sujet, je vous dis ça comme exemple. C'est-à-dire, confronté à ce projet du Kodesh, les tribus d'Israël risquent ces catastrophes que raconte la Torah dans les 10 épreuves, dont Korach n'est même pas cité dans ces épreuves d'ailleurs, dans les 10 épreuves du livre de Bamidbar, en attendant que cela soit possible. En fin de compte, on est arrivé à l'heure. Je pense qu'il faudrait, et c'est moi qui ai demandé à Manitou qui ait un temps consacré à ce bilan, hein, parce que je pense qu'il est important de s'interroger sur le fait qu'un certain nombre de gens ne sont pas venus. Par rapport au nombre de gens qui sont passés par Orsay, le résultat est remarquable, mais il y a des gens quand même qui ont refusé de venir, qui n'ont pas voulu venir. La question se pose, pourquoi? Finalement, c'est très vite avancé, parce que jusqu'à il y a 3 jours, ou jusqu'il y a 1 an, quand l'idée a été émise, l'idée n'existait même pas d'un rassemblement de ce genre. C'est quelque chose qui s'est restauré à partir de rien, finalement. Il y a eu énormément de petits groupes et d'individus qui se sont engagés dans l'engagement propre, mais je crois encore une fois que globalement, quel que soit le souvenir sentimental qui rattachait tout le monde à Orsay, c'était pas à titre d'Orsay dit publiquement ou officiellement, si tu veux. Quelque chose s'est cristallisé de radicalement nouveau, et je dois dire que pour ma part, j'en tiens compte de façon très positive. Et maintenant, il est possible, comme tu dis, que d'autres n'aient pas voulu venir pour les raisons que tu as expliquées. En tout cas, ça, personnellement, j'en ai pas connaissance, je ne sais pas qui en a connaissance. Peut-être, c'est une suggestion que je fais, serait-il bien de refaire assez rapidement une circulaire pour tout le monde, ceux qui ne sont pas venus et ceux qui sont venus, pour parler de cela. Moi, j'avais l'impression de revivre quand même ce matin, enfin à des tas de moments, de revivre, de retrouver une source, la source qui a été la source de ma vie. Je dois dire, je l'ai déjà dit, mais enfin, c'est quand même vrai qu'Orsay m'a sauvé la vie physiquement. Je suis arrivée mourante, j'étais un squelette quand je suis arrivée, et puis après je me suis mise à vivre. Je pense qu'Orsay a eu un rôle de résurrection,
c'est une œuvre de résurrection et on en a senti un peu le souffle aujourd'hui et il y a une forme d'esprit commune. Et c'est ça qui est la nourriture de cette émotion que nous éprouvons. Ceci dit, nous avons toujours eu un point extrêmement faible. Nous ne sommes pas des grands hommes d'action, il faut le dire. Nous n'avons pas été extrêmement efficaces de ce point de vue-là. Alors évidemment, dès que nous nous mettons à dire, repris par la maladie du militantisme, qu'allons-nous faire, nous redevenons extrêmement vaseux. Mais ce n'est pas fondamental que nous fassions quelque chose, peut-être. Le fait d'être est important. Le fait de... Je voulais dire encore autre chose. Il y a une chose extraordinaire, je trouve, dans ce qui se passe en ce moment, ici, c'est que je crois que Manitou l'a dit d'une façon pudique tout à l'heure, c'est que des ombres qu'on aurait pu croire, c'est que vraiment, cette histoire d'Orsay, c'est je ne peux pas m'exprimer. Pour moi, la rencontre, ce qui était important dans cette rencontre, c'était d'essayer de comprendre ce qui s'était passé à travers nous. Et je croyais qu'il y avait beaucoup de choses négatives dans l'histoire d'Orsay. Beaucoup de choses négatives et douloureuses. Et qu'il y avait essentiellement cela. Et je me rends compte avec joie, avec émerveillement, que les choses négatives, évidemment, elles existent encore. Mais il y a un souffle de vie, il y a quelque chose qui existe, qui dépasse ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, les petites actions, la militante, que nous ne ferons jamais. Mais il y a quelque chose d'autre qui existe, qui se passe et qui est vivant. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que l'idée de la publication est importante. Parce que ça peut être une façon de faire, de se nourrir, de se perpétuer et rayonner et se transmettre cette chose qu'il est extrêmement difficile de définir.